Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Coup de tonnerre sur la planète football. Lilian Thuram, héros de la Coupe du Monde 98, vient d'apprendre qu'il souffrait d'une malformation cardiaque. Les experts s'étonnent de cette découverte tardive, en tout cas, et du coup, il ne rejoindra pas pour l'heure le PSG comme prévu. Jusqu'où ira-t-il? Le baril de brut a dépassé aujourd'hui les $142 et selon les experts, il pourrait grimper jusqu'à $170 dès cet été. Qu'est-ce que cela signifie pour notre quotidien? C'est ce que nous verrons dans ce journal. Mort à 15 ans pour un pari stupide. Un adolescent s'est tué en tentant d'escalader la façade d'un immeuble dans la Drôme. Ses camarades filmaient la scène, il souhaitait diffuser son exploit sur Internet. L'informatique a fait de lui un des hommes les plus riches du monde. Bill Gates, fondateur et patron de Microsoft, a décidé d'éteindre son ordinateur. Il a annoncé aujourd'hui son départ des affaires. Il souhaite désormais se consacrer à ses œuvres humanitaires. Autre départ ce soir, le vôtre peut-être, en vacances. L'avant-garde de la tribu des juilletistes prend la route dès ce week-end. Les contrôles ont commencé et attention, cette année, il faudra se procurer le fameux gilet jaune avec le triangle de sécurité. On commence avec cet incroyable rebondissement dans la carrière de Lilian Thuram. On se souvient de la révélation de la Coupe du Monde en 98. À 36 ans, il était sur le point de signer avec le PSG. Eh bien, son transfert n'aura pas lieu pour le moment. On l'a appris tout à l'heure. Les tests médicaux pratiqués par le club ont révélé ce qui ressemble à une malformation cardiaque. Certains s'étonnent ce soir qu'elle n'ait pas été détectée plus tôt. Manuel Tissier, Thierry Breton. Lilian Thuram n'est pas la recrue vedette du PSG. C'est un patient de 36 ans qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Après 14 ans de carrière au plus haut niveau, Thuram a découvert hier qu'il souffrait peut-être d'une malformation cardiaque. Pourtant, depuis 14 ans, à chaque visite médicale, il mentionnait ses antécédents familiaux. Tout change quand je dis, voilà, j'ai eu un frère qui est décédé parce qu'il avait un problème au cœur. Donc il y a une panique générale, en règle générale, et il pousse un peu plus loin les recherches. Et généralement, il n'y a aucun problème. Sauf que hier, il s'est avéré que ça a créé un problème parce que ça devenait peut-être plus dangereux. Avec les Bleus à l'Euro, Thuram a montré des signes d'usure sur le terrain. Mais les tests effectués hier en vue d'un recrutement au PSG ont révélé des signes inquiétants. De nouvelles anomalies ont été constatées sur le cœur du champion. Anomalies qui nécessitent des examens complémentaires car elles pourraient présenter des risques de mort subite. Il faut savoir que lorsqu'on n'a pas de problème familial, ce risque grossièrement est estimé à 1 cas sur 200 000 par an sportifs. Dans le cas de Lilian, à cause de ce contexte-là, on peut l'estimer à un risque sur 100. Réputé pour son engagement physique et sa force, Lilian Thuram est considéré depuis des années comme un athlète hors norme. De Monaco à Turin, en passant par Barcelone ou l'équipe de France, aucun médecin ne l'a jamais déclaré inapte. Alors hier, le ciel lui est tombé sur la tête. Vous rentrez à l'hôpital, vous êtes joueur de foot, et vous ressortez, et en fait vous ne pouvez plus jouer au foot. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Lilian Thuram sera fixé dans 1 mois après de nouveaux examens cardiaques. Son gros cœur aura fait sa gloire. Il va peut-être précipiter ses adieux. Ce sera une bonne raison de plus pour lever le pied sur la route. Plus que jamais cet été, il va falloir économiser l'essence. Regardez ce chiffre, c'est le chiffre du jour. Le prix du baril de pétrole a dépassé cet après-midi le seuil des $142. C'est du jamais vu. Et ce n'est pas fini, les experts prédisent un baril entre 150 et 170 $ dans les mois qui viennent. Alors ces chiffres ne parlent pas tout de suite aux consommateurs que nous sommes, et c'est bien normal, mais assez rapidement, ils se traduisent très concrètement dans notre quotidien, et notamment évidemment à la pompe. Séverine Lebrun, Éric Delagneau. Des prix toujours plus hauts. À la pompe, à quelques jours des vacances, les automobilistes sont résignés. Avant, je faisais un plein à 50 et maintenant, je fais un plein à quasiment 80. Mais peut-être rouler plus sur une route nationale plutôt que de prendre l'autoroute parce que ça me permettrait de réduire le coût. En 1 an, le baril a plus que doublé pour atteindre encore aujourd'hui un record historique, 142 $. Une envolée folle que rien ne semble pouvoir juguler. On ne voit pas les pays producteurs mettre beaucoup plus de pétrole brut sur le marché et on ne voit pas les consommateurs réagir sur leur consommation au niveau des produits pétroliers. Alors cette conjonction-là fait que les marchés sont nerveux, sont tendus et que les prix continuent de monter. Et ce n'est pas fini. Les pays producteurs prédisent un baril à 170 $ cet été. Cela équivaudrait à 15 centimes de plus à la pompe, soit en moyenne 1,65 € pour le sans-plomb, 1,60 € pour le gazole. Extraire plus de pétrole permettrait de réduire la facture. Le problème, c'est que les pays producteurs réunis au sein de l'OPEP n'y trouvent pas forcément d'intérêt.
quand les pays de l'OPEP vendent du pétrole, ils le vendent en dollars. Or, le dollar est une monnaie qui a perdu beaucoup de valeur ces dernières années. Et donc, l'OPEP nous dit, mais attendez, moi je vends du pétrole dans une monnaie qui se déprécie. Donc, il faut que je fasse monter les prix du pétrole pour bien gagner ma vie. Et donc, je ne vais pas augmenter ma production de pétrole. L'ère du pétrole cher semble définitivement engagée. L'urgence aujourd'hui, selon tous les experts, développer toutes les énergies alternatives. Et autre conséquence concrète de cette envolée du prix du pétrole, de nombreux puits avaient été fermés car pas assez rentables. Et bien avec un baril à plus de 140 $, désormais tous les vieux gisements abandonnés redeviennent intéressants, y compris en France. Dans certaines régions, ils sont même en plein développement. Voyez cet exemple en Seine-et-Marne où la campagne a pris des allures de petit Dallas. Vincent Fischmann, Lionel Feuerstein, Abdelzouyesh. À moins d'une heure à l'est de Paris, les apparences sont trompeuses. Ce n'est pas Dallas, mais Vaux-Courtois et ces 2 puits de pétrole qui marchent à plein. Et ce n'est pas fini. Après avoir été délaissés pendant des années, une dizaine de puits pourraient refaire surface. J'imagine que les terrains vont prendre de la valeur. Après, je ne sais pas quelle quantité ils peuvent puiser dans la région. Au village, on flaire la bonne opération. À terme, le pétrole pourrait rapporter 20 000 € à la mairie sous forme de redevance. On est en train de construire une école maternelle, donc c'est vrai qu'à la limite, si on pouvait y rajouter quelques jeux, d'activités pour les enfants ou autres, pourquoi pas. Il y a des jours où Jean-Louis Courboin se rêve en roi du pétrole. Car sous son tapis vert, il y a de l'or noir. Pas forcément beaucoup, mais à 140 $ le baril, il attend les multinationales de pied ferme. Ah bah oui, c'est sûrement rentable. À mon avis, ils vont sûrement débarquer un jour en nous demandant de racheter des terrains, de se réinstaller. Mais là, on les attend au tournant. Avec une trentaine de gisements, le bassin parisien produit plus de 50% du pétrole français. Le reste se trouve en Aquitaine et en Alsace. Depuis le début d'année, une trentaine de demandes d'exploration ont déjà été déposées. Il y a des petits gisements qui, il y a quelques années, n'étaient pas rentables, qui aujourd'hui le deviennent. Parce que ça devient économique. Ces nouveaux explorateurs sont canadiens, suédois et même texans. La France produit 7 millions de barils par an. Les Saoudiens fournissent la même quantité en 17 heures. C'est d'abord dans des réserves de modestie que les Français devront puiser. Et cette nouvelle ruée vers l'or noir n'est pas prête de s'arrêter. On évoque désormais ouvertement l'hypothèse d'un baril à 200 $, chiffre qui il y a peu relevait encore de la science-fiction. On se plaisait alors à imaginer ce que serait un monde avec un pétrole aussi cher. Eh bien il faut s'y préparer, ce monde sera bientôt le nôtre. Voici à quoi il pourrait ressembler. Nicolas Châteauneuf, Frédéric Delarue. Pour certains, c'est une ombre qui plane sur notre civilisation. Et si ce geste devenait rare, réservé aux seuls cas d'urgence ? Le problème, c'est que le pétrole est partout. En une centaine d'années, il s'est infiltré dans les moindres recoins de notre quotidien. Du carburant aux pesticides, en passant par les pneus, les médicaments, le bitume, le combustible pour chauffage, l'huile, le papier. Et puis, il y a le plastique, omniprésent, dérivé lui aussi du pétrole. Mais les spécialistes se veulent rassurants. Je pense que les dernières gouttes de pétrole serviront encore à fabriquer du plastique parce que 87% du pétrole est brûlé, soit comme combustible, soit comme carburant, et 4% servent à fabriquer du plastique. Avec un pétrole difficile d'accès, l'huile de tournesol ne se limitera sans doute plus à l'assaisonnement de nos salades. En attendant les moteurs du futur, à hydrogène ou électrique, beaucoup de Français rouleront aux agrocarburants, mais les quantités seront limitées. De toute façon, c'est tout le système de transport qu'il faudra revoir. L'avion, réservé aux plus aisés. Le train, les transports en commun verront par contre leur fréquentation exploser. Mais la crise du pétrole aura aussi un impact sur notre nourriture. Il est probable qu'il faille manger à la fois plus local, et on ne devrait pas manger finalement quelque chose à moins qui fait plus de 500 km pour venir chez vous, là où vous êtes. Et puis aussi plus saisonnier. Il faut arrêter les bananes, les oranges et les fraises toute l'année comme on a dans nos magasins. Avec la fin de l'ère du pétrole, c'est l'ère de l'énergie bon marché qui s'achève. Et malgré le recours massif au nucléaire et aux énergies renouvelables comme les éoliennes ou le solaire, le sevrage sera difficile. Chaque jour, l'humanité consomme 85 millions de barils. Et la première façon d'économiser de l'essence, ce sera déjà de lever le pied sur les routes pour partir en vacances cet été. Ça, c'est au moins un point positif. Les premiers départs ont commencé ce soir et les premiers contrôles aussi. Reportage dans le Pas-de-Calais sur la route du Sud. Elsa Palot, Dominique Mas. Comité d'accueil un peu particulier sur la route des vacances. La cible des gendarmes aujourd'hui, les véhicules surchargés. Et pour ces Néerlandais qui partent vers le sud ou le Maghreb, la tentation est souvent forte.
Pourtant, au moment de la pesée, certains restent confiants. Je suis très consciencieuse avec les remorques et la voiture. Je pensais que ça va bien, oui. À l'ensemble, 3 tonnes 9 et on est à 3 tonnes 6. C'est correct. Mais pour d'autres, l'affaire s'annonce plus compliquée. Eux vont au Maroc, des milliers de kilomètres à parcourir, avec une charge beaucoup trop importante. Résultat, une amende de 180 € et une sanction sans appel. Vous ne pouvez pas repartir avec ce poids. Donc il va falloir enlever 650 kg pour pouvoir repartir. Vous saviez que vous étiez trop lourd? Je ne sais pas. C'est la première fois que je tombe dans ce piège. Commence alors le grand déballage sur l'aire d'autoroute. Au cours de la matinée, 8 véhicules ont ainsi été délestés de leur chargement, car pour les gendarmes, c'est une question de sécurité. À 500 mètres d'ici, nous avons eu un accident mortel où 2 personnes sont décédées. La cause de l'accident était un éclatement de pneumatique dû à une surcharge de 500 kg. Bonjour. Quelques mètres plus loin, ce sont les fameux gilets et triangles qui sont contrôlés dans les véhicules. 3 jours avant la date fatidique, certains sont prêts, enfin prêts. Je vois que vous êtes déjà équipé du gilet fluorescent? Oui. Vous savez que c'est obligatoire à partir du 1er juillet? Oui. Et le triangle? Le triangle, on n'en trouve pas et dès que j'en trouve un, j'en ai réservé un. Dans une semaine, les contrôles devraient s'intensifier sur les routes. Allez, on vient de les voir, n'oubliez pas de les acheter si vous ne les avez pas encore. À partir du 1er juillet, on l'a entendu, les fameux triangles de sécurité avec les gilets jaunes seront obligatoires à bord du véhicule. Vous avez tous vu les panneaux d'affichage pour sensibiliser les automobilistes. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça sauve des vies. Aurélia Guillemin, Mathieu Drejoux. Pour être sûr que ça va, c'est bien connu, faut voir sur soi. Bon, mais je vais le prendre. Le modèle n'est pas soldé, mais c'est la ruée vers le gilet fluo et son triangle assorti. Beaucoup de magasins sont déjà en rupture de stock et ici, on réapprovisionne au compte-gouttes. Au niveau des triangles de sécurité, en l'espace de 2 heures, on peut faire 200 quantités, 200 unités. Voilà. Donc les gilets également, ça part assez vite. 30 minutes, montre en main, tout ce qui est exposé va disparaître. Il n'y en a plus nulle part. J'ai fait le BHV, j'ai fait partout. Les triangles, il n'y en a plus nulle part, on n'en trouve plus nulle part. C'est pas le dernier moment qu'il faut s'y prendre. Il y a des gens qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance. Je fais partie des gens qui n'ont pas de chance, alors si je me fais arrêter, j'ai pas envie de payer. Mais pas de panique, le gilet et le triangle seront bien obligatoires à partir du 1er juillet, mais l'amende de 135 € ne s'appliquera, elle, qu'au 1er octobre. Un délai, car il y a 30 millions d'automobilistes à équiper. Comparé à ses voisins, la France a du retard. On était en retard parce que quand une mesure n'est pas obligatoire, on y vient très doucement, hein, à son propre rythme. À partir du moment où c'est vraiment quelque chose que l'automobiliste perçoit comme étant un plus pour la sécurité, bon, c'est globalement bien accepté, il n'y a pas de souci. Le numéro spécial d'Auto Plus avec gilet intégré s'est en tout cas arraché. Sur les marchés, on trouve aussi à s'équiper, mais attention aux arnaques. Certains profitent de l'aubaine pour multiplier les prix par 2 ou même par 3. Et il n'y a pas que sur les routes qu'il y aura du monde dans les jours à venir. Les aéroports de Paris attendent pas moins de 900 000 passagers pour ce week-end. Pour les accueillir, vous allez voir que tout a été prévu. Un reportage à Roissy, Julien Beaumont, Emmanuel Beck. Premier mouvement de foule dans les aéroports parisiens. Et cela va être comme ça pendant tout l'été. Rien qu'aujourd'hui, 300 000 passagers, c'est 100 000 de plus qu'en temps normal. Une clientèle très choyée. Cette année, entre 2 avions à Paris, vous pourrez même prendre des cours de danse, et ce gratuitement. Pas étonnant car juillet et août, c'est une période clé pour les aéroports. Il faut avoir à l'esprit que 43% des passagers partent au moment de l'été, eh bien c'est leur premier départ en avion de l'année. Donc ça demande bien sûr que le circuit soit fluide. Même les abords des pistes ont fait l'objet d'attention particulière. Mais pour le voir, il faut se lever très tôt. Roissy, c'est 100 hectares de pelouse à tondre, et pas à n'importe quelle taille. L'herbe trop rase attire les oiseaux qui peuvent se poser et si elle est trop haute, on a nos radars qui sont tellement précis, nos radars de détection sont tellement précis qu'ils arrivent à détecter que l'herbe bouge. Pendant ce temps, balai des camions dans le sous-sol. La marchandise vendue dans les boutiques arrive, des chariots entiers minutieusement contrôlés, car nous sommes dans une zone sensible. Comme tout passager se fait contrôler, la marchandise se fait contrôler comme nous. Les employés de Roissy, on se fait contrôler également. En tout, 150 boutiques sous douane à approvisionner, avec à chaque fois des étalages à remplir quotidiennement et pour cause.
Tous les jours, on est livré. Et combien de bouteilles ça part? Là, on est à un peu plus de 400 bouteilles. 400 bouteilles par magasin et par jour. Roissy est ainsi l'un des plus importants vendeurs d'alcool de France. On y trouve même des bouteilles à presque 9000 €. De quoi donner à ses vacances cuvée 2008 un air de grand cru. C'est le deuxième en 2 jours. Un nouvel accident s'est produit sur un passage à niveau aujourd'hui. Le conducteur, un septuagénaire, est mort sur le coup. Son véhicule a été fauché par un train alors qu'il avait franchi les barrières de sécurité pourtant baissées. Le drame a eu lieu près de Valenciennes, dans le Nord. Autre drame, il a été provoqué par un pari stupide. Un adolescent de 15 ans a tenté d'escalader la façade d'un immeuble à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Il a réussi à grimper jusqu'au 6e étage avant de faire une chute mortelle. Ses camarades, qui comptaient mettre son exploit sur Internet, filmaient la scène avec un téléphone portable. Denis Sébastien, Éric Jacquin. Ils avaient choisi la tour la plus haute du quartier, 15 étages. Leur défi, l'escalader à main nue en se filmant. Arrivé au 6e, l'un des 4 collégiens est surpris par la présence d'un chien. Il lâche prise et fait une chute de 20 mètres. Il y en a un qui est monté jusqu'au 2e, il est redescendu, après l'autre a insisté, il est monté jusqu'au 6e. C'est au moment-là qu'il y a eu un chien qui s'appelait, il est tombé. François, 15 ans, est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Avec ses copains, il tenait un blog sur Internet sur lequel il mettait en ligne les vidéos de leurs exploits. Sur ces images, on les voit déjà grimper sur un autre immeuble. Leur modèle, mis en avant sur le site, Alain Robert, celui que l'on surnomme l'homme araignée. Voyant des petits bouts de film avec ce genre d'exploits, ils ont décidé donc de mettre eux-mêmes leurs propres exploits en scène et de les mettre ensuite sur 2 blogs. Des jeunes influencés par Internet et admirateurs donc de l'homme araignée, Alain Robert, à la renommée mondiale, spécialiste de l'escalade de tours et édifices en tout genre. Aujourd'hui, l'homme tient à se démarquer de la démarche des 4 collégiens. Un fait divers, encore une fois, qui est très triste, qui est très malheureux. Mais bon, moi, ce que je prône, en tout cas, c'est une escalade en toute sécurité. En toute sécurité, c'est-à-dire grimper avec des cordes, grimper avec du matériel. Après, encore une fois, grimper en solitaire, c'est une démarche qui est personnelle. Il faut surtout rester très pro. L'accident a bouleversé le quartier et l'entourage des 4 jeunes. 4 jeunes sans histoire. La justice n'a retenu aucune charge à l'encontre des camarades de la victime. Association de malfaiteurs, contrebande, 8 personnes ont été mises en examen dans le cadre du trafic de drogue par hélicoptère. Trafic entre le Maroc et la France. 650 kilos de cannabis avaient été saisis il y a une semaine à bord de cet appareil près de Béziers. Un ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio fait partie des personnes mises en examen. C'est un coup dur pour les partisans de la limitation des armes à feu aux États-Unis. La Cour suprême vient de réaffirmer le droit individuel à posséder ses armes pour se défendre. Il faut dire que ce droit est inscrit dans la Constitution américaine. C'est même l'article 2, mais s'il était justifié à l'époque de la conquête de l'Ouest, il l'a fait depuis beaucoup de victimes innocentes. Regardez ce chiffre d'abord. C'est presque le bilan d'une véritable guerre. 30 000 personnes meurent chaque année là-bas par balle, 58% par suicide, 53% par suicide, 40% par homicide, 2% par accident. C'est la raison pour laquelle de nombreuses grandes villes avaient limité ce droit. Eh bien, les juges de la Cour suprême viennent de les rappeler à l'ordre. Dorothée Oléric. Ces lycéens viennent d'échapper au massacre. À l'intérieur du bâtiment, 2 adolescents armes au poing ont assassiné à bout portant plus d'une douzaine d'adolescents. C'était il y a 9 ans. La fusillade de Columbine est restée dans les mémoires. Elle est aussi l'une des plus meurtrières. Malgré ces drames récurrents, ils sont très nombreux aux États-Unis à réclamer à grands cris le droit d'être armé et le droit de se défendre. Et la Cour suprême vient de donner raison au camp des pro-armes à feu. Depuis 1976, une loi interdisait le port d'armes à Washington DC. La plus haute juridiction l'a invalidée, 5 voix pour et 4 contre. La Cour suprême a fait son devoir aujourd'hui en cassant cette législation qui n'était pas en accord avec la liberté individuelle de chacun. Et c'est d'abord la victoire d'un homme, un gardien qui voulait porter chez lui son arme. Je suis vraiment heureux, car désormais je vais pouvoir me défendre et défendre ma famille, dans mon foyer. À Washington DC, chacun désormais aura le droit de posséder une arme et de s'en servir, comme c'est déjà le cas dans la plupart des grandes villes américaines. Aujourd'hui, quelques 200 millions d'armes à feu sont en circulation aux États-Unis et la décision de la Cour suprême inquiète bon nombre d'opposants. En tant que maire, je suis déçu par la décision de la Cour suprême. Je crois, et je le dis depuis plusieurs années, que plus il y a d'armes en circulation dans la capitale,
et plus il y aura de violence. C'est du n'importe quoi. La Cour suprême réaffirme l'histoire d'amour entre les armes à feu et les Américains. Une histoire d'amour peut-être, mais qui a un coût humain terrible. Chaque année aux États-Unis, 30 000 personnes sont tuées par arme à feu, soit 80 par jour. Plus de la moitié des temps pour cause de suicide. Des chiffres qui font froid dans le dos, mais qui ne feront pas changer d'avis les partisans de la détention d'armes, un lobby tout puissant aux États-Unis. Et après s'être prononcé pour le droit individuel au port d'armes, Barack Obama est allé déposer les siennes auprès d'Hillary Clinton, arme symbolique, bien sûr, politique en tout cas. Les deux ex-rivaux démocrates dans la course à la Maison-Blanche viennent d'entamer un premier meeting commun dans la ville de Unity, Unité en français, le nom du lieu annonce le programme. Sur place, Alain Chalvron, Aaron Diamond. C'est l'image qu'on attendait. Les deux anciens adversaires, ensemble, enfin, dans un meeting commun. Barack Obama a laissé la vedette à Hillary Clinton, car après tout, c'est à elle de jouer pour ramener ses 18 millions d'électeurs au bercail démocrate. Nous avons peut-être commencé sur des chemins séparés, mais aujourd'hui ces chemins se sont rejoints. Aujourd'hui nos cœurs sont unis dans le même but, élire Barack Obama à la présidence des États-Unis. Et Barack Obama de faire remercier par la foule l'ancienne rivale. Décidément tout change, à commencer par les partisans d'Hillary venus nombreux, convaincus ou encore à convaincre. Je suis un peu déçue pour Hillary, j'aurais aimé voir une femme à la Maison Blanche, mais bon, je suis contente pour Obama. Je crois qu'au bout du compte, tout le monde va rejoindre Obama parce que, regardez l'état du pays. Je vote toujours pour un démocrate, mais cette fois, c'est une chose qui est plus grande que les démocrates, même les républicains. Ça, c'est une chose universelle. En marge du meeting, quelques militants contre la guerre viennent rappeler au candidat sa promesse de sortir d'Irak au plus vite. Et en direct de Unity, on retrouve notre correspondant Alain Chalvron. Alain, le meeting vient tout juste de se terminer, vous en sortez. Est-ce que vous avez le sentiment que les ex-rivaux ont réussi à recoller les pots cassés pendant la campagne ? Oui, écoutez, les plaies sont en train de se refermer. Tous les sondages montrent que le gros des troupes d'Hillary Clinton est en train de rejoindre le camp d'Obama. Il y a 3 semaines, ils étaient 24% à déclarer vouloir changer de camp, à vouloir voter pour John McCain. Ils ne sont plus que 11%. C'est particulièrement vrai pour les femmes qui avaient boudé Barack Obama pendant la campagne des primaires et qui maintenant sont à 55% derrière elle. Il faut dire que les deux anciens adversaires ont fait tout ce qu'il valait, de compliments en amabilité, en compliments encore et remerciements, etc. Finalement, il n'y a que Bill Clinton qui fait le service minimum, il boude un peu dans son coin. Hier, il y avait un dîner de collecte de fonds où ont participé Barack Obama et Hillary Clinton. Barack Obama a fait un chèque personnel sur son compte personnel de 2300 $ pour renflouer la campagne d'Hillary. Ça paraît pas beaucoup, 2300 $ quand on sait que la dette d'Hillary est encore de 22 millions. Mais 2300 $, c'est le maximum qu'on puisse donner. Et il faut savoir aussi que Barack Obama a demandé à tous ses contributeurs de donner quelque chose pour la campagne d'Hillary. Et je crois que le sourire d'Hillary sera proportionnel, inversement proportionnel à la grosseur sa du dette. chèque. Merci. Et puis l'autre événement aux États-Unis, événement mondial d'ailleurs, tant ces inventions ont transformé notre quotidien. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a annoncé aujourd'hui son départ. Il aurait dû le faire lundi, mais il a préféré profiter de son week-end. C'est une anecdote, mais elle en dit long sur l'homme, adepte du contre-pied. Un état d'esprit qui a valu à cet informaticien de génie de devenir la 3e fortune mondiale. Cyril Zah. The best is yet to come. Et le meilleur avenir, c'est la retraite. Le fondateur quitte la scène de l'entreprise et part écrire une nouvelle page de sa propre histoire. Car Bill Gates et Microsoft, c'est 30 années de vie commune. 1975, adolescent, il plaque l'université d'Harvard et lance avec Paul Allen sa petite structure. Les deux compères vendent alors au géant IBM un programme clé en main pour faire tourner ses PC. Tous les constructeurs vont suivre. Sur chaque machine vendue avec son logiciel, Microsoft touche des royalties. Au génie informatique, ajoutez donc le commercial. Bill Gates, le milliardaire, lui, parle plutôt de conviction.
Je pense qu'il est important de choisir de faire ce que vous aimez faire, quel que soit le domaine, que ce soit de la médecine, une activité artistique ou du divertissement. Vous n'arriverez pas à réussir juste en essayant de trouver ce qui rapporte le plus. Un discours très formaté et une communication très maîtrisée. Bill Gates a retenu la leçon après les 2 procès perdus aux États-Unis et en Europe pour sa position de monopole et les pratiques du groupe. Microsoft empêchait trop de gens de jouer, quoi. Je veux dire, si on avait une bonne idée, Microsoft vous rachetait ou vous enlevait de la voie. Beaucoup de concurrents de Microsoft en 1994 n'ont plus qu'une seule solution, c'est de se liguer contre Microsoft. Il y a vraiment eu une coalition entre Microsoft en 1994, sans aller voir le ministère de la Justice. Et il y a eu le procès de 1998, quoi, qui a vraiment fait beaucoup pour... Là, Bill Gates, vraiment, c'est comme si il est devenu très humble après. D'un seul coup, il a atterri. Il s'est dit, tiens, je suis pas le roi. Condamné, Microsoft reste de loin le numéro 1 mondial des logiciels. Depuis 16 mois, Bill Gates a confié les rênes de l'entreprise à son successeur, Steve Ballmer. Une partie de sa fortune, il la consacre aux causes caritatives. La fondation Bill et Melinda Gates, créée avec son épouse, est d'ores et déjà l'une des plus importantes ONG dans le monde. Ce jeune retraité de 63 ans a promis de ne pas reprendre le clavier. Les observateurs prédisent pourtant un retour aux affaires si Microsoft montrait un signe de faiblesse. Autre icône, mais pour une autre raison, Nelson Mandela est à l'honneur ce soir à Hyde Park, au centre de Londres. 50 000 personnes ont commencé à se réunir pour assister à un concert géant en l'honneur de ses 90 ans. Il les fêtera le 18 juillet prochain. Et pour l'anecdote, 46 664 billets ont été vendus, soit le chiffre de son matricule pendant ses 27 ans passés en prison sous le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Le produit de ce concert sera versé à la recherche contre le sida. Mandela, qui évoquait hier pour la première fois l'échec de son ex-compagnon de combat, le Zimbabwéen Robert Mugabe. Visiblement, ce dernier n'a pas entendu son appel. Il a maintenu aujourd'hui dans son pays le simulacre d'élection pour le second tour de la présidentielle, où il est le seul candidat. Et pour cause, son opposant et ses partisans ont été physiquement menacés après leur victoire au premier tour. C'est une grande victoire pour les salariés exposés toute leur vie à l'amiante. À Bergerac, une papeterie vient d'être condamnée au prud'homme. Elle devra verser à ses ex-employés le salaire qu'ils auraient dû toucher s'ils n'étaient pas partis en pré-retraite, car s'ils sont partis avant l'âge légal, c'est justement à cause de leurs problèmes de santé. L'employeur a fait appel. Florence Bouquilla. Toute sa carrière, Gilles Bermagne a poussé des rouleaux d'amiante pour lisser le papier fabriqué à Lalinde. En pré-retraite depuis 2002, à cause de l'amiante, il a perdu 35% de ses revenus. Son ancien employeur est condamné à lui verser 45 000 € d'indemnité. Pour nous, ça a été un soulagement parce que, comme je disais, ça va peut-être nous remonter un peu le moral, mais enfin, c'est pas l'argent qui va nous ramener la santé. La santé, pourtant, Gilles Bermagne l'a encore, pour le moment. Pas de trace chez lui de mésothéliome, l'un des cancers dus à l'amiante, mais il passe un scanner tous les 3 mois. En moyenne, les salariés exposés à l'amiante vivent 8 ans de moins que les autres. Ce sont des gens qui ne sont pas malades, mais qui vont vivre jusqu'à la fin de leur vie avec une épée de Damoclès sur leur tête. Le Conseil des prud'hommes a considéré qu'à partir de là, des dommages-intérêts leur étaient dus en réparation du préjudice d'anxiété. 10 000 € en plus au titre de ce préjudice d'anxiété, c'est ce que Gilles Bermagne et 16 autres anciens salariés ont obtenu, mais l'entreprise a fait appel. La décision de partir en pré-retraite ne peut pas être imputable à l'entreprise. Et c'est ce lien que fait le Conseil de prud'homme de Bergerac qui devra être examiné de près par la Cour d'appel. Dans le département de la Dordogne, après avoir été exposés à l'amiante, 156 salariés ont arrêté de travailler. 41 d'entre eux sont décédés. C'est ce qui s'appelle du pragmatisme. La direction de l'assurance maladie a décidé de retirer de son plan d'économie pour l'an prochain une mesure qui avait fait des vagues. Il s'agissait de baisser le montant des remboursements des médicaments pour les maladies longue durée. Ce projet ne verra donc pas le jour. Et puis autre idée qui ne verra pas le jour elle non plus, elle concerne la possibilité de divorcer par consentement mutuel devant le notaire et non plus devant le juge. Les avocats s'en étaient inquiétés. Eh bien, le chef de l'État vient de les rassurer. Il leur a fait savoir tout à l'heure que cette piste était officiellement abandonnée. Renault mise plus que jamais sur la voiture à bas coût. Après le succès de la Logan, voici désormais la Sandero. Construite en Roumanie, cette berline compacte est proposée à moins de 8 000 €. Elle est en vente depuis aujourd'hui. Luc Bazizin, Régis Maté. Un nouveau modèle à bas prix arrive sur nos routes en France. La Dacia Sandero, petite sœur de la Logan. Elle affiche la couleur. C'est une voiture mondiale conçue dès le départ pour les pays émergents, mais aussi pour l'Europe. Son argument, son tarif. À partir de 7 800 €. Mais à ce prix-là,
Pas de direction assistée, pas de réglage électrique des rétroviseurs, une manivelle pour les vitres et même une clé sans télécommande. Le client choisit alors ses options en fonction de son pouvoir d'achat. Au moment où le prix de l'essence flambe et commence à représenter un point important dans la consommation des ménages, vous avez un constructeur qui vous propose une alternative qui est un véhicule à moitié prix. Puisque en fait, quand on regarde le prix moyen d'un véhicule en Europe, c'est 23 000 € et là on vous propose un véhicule à moins de 10 000 €. Et depuis aujourd'hui, la clientèle française peut approcher la voiture. Chacun réagit à sa façon. Je voulais m'acheter une Twingo, mais je vais me renseigner parce que elle me plaît bien. Elle est mignonne, elle est très mignonne. Il y a le prix aussi. Il y a le prix aussi, elle n'est pas chère. La Logan s'est vendue à 1 million d'exemplaires en 3 ans et demi. La Sandero vient agrandir cette famille, même si son moteur consomme 7 litres au 100 km. Elle pourrait bien bouleverser les habitudes. Les clients que nous visons proviennent du marché d'occasion en très grande partie. Nous l'avons déjà constaté sur Logan et sur la version Break. Nous sommes à peu près à 75% de provenance du véhicule d'occasion. Donc ce sont des gens qui veulent vraiment une voiture très compétitive. Je vais l'acheter tout de suite. C'est lui qui me l'achète. La séduction des prix pourrait bien faire de l'ombre au modèle traditionnel. Autre nouveauté, voici la pièce de 2 € spécialement réalisée pour la présidence française de l'Union. Faite de cuivre, de nickel et de zinc, elle a été inaugurée aujourd'hui en présence de son designer Philippe Stark, plus habitué d'ordinaire aux intérieurs d'hôtels et de restaurants. Elle sera mise en circulation dès mardi. Sangria qui rit, vodka qui pleure. Les supporters espagnols ont fêté dignement hier soir la victoire. Les Russes, eux, ont noyé leur chagrin. L'Espagne sera donc en finale de cet Euro 2008 face à l'Allemagne. Christophe Duchiron, Laurent Boussier. Yo soy español, español, español. Yo soy español. Au pays des couche-tard, au pays des cordes vocales et des chanteurs de flamenco, les Espagnols ont chanté toute la nuit. En effet, l'Espagne a chanté les exploits de la Selección et de ses modernes Don Quichotte qui ont vaincu en demi-finale les moulins russes. Ça se passait à Vienne en Autriche, une fois encore un soir d'orage et de pluie, mais un soir sans coupure de courant. Finalement, la seule panne de la soirée, c'est la panne sèche des Russes, dont le physique a fait défaut en deuxième période. Pour l'avant-dernière étape de l'Euro 2008, les Espagnols portaient le maillot jaune, celui d'Indurain et de Contador. 50 minutes de jeu, Xabi Alonso ouvre le score 1-0. En Espagne, à l'approche de l'Iber, c'est du délire. Plus tard, au terme d'une action rondement menée, Guisa ajoute un deuxième but tout en finesse, 2-0. Alors en Espagne, l'Iber est chaud. Pour finir en beauté, Silva marque un dernier but 3-0, cette fois en Espagne, l'Iber est hystérique. En revanche, à Vienne en tribune, le Russe est Mossad. À Moscou, au bistrot, il boit pour oublier à la santé d'une équipe qui a fait belle impression malgré tout pendant 3 semaines de compétition et qui n'aura perdu que 2 matchs, 2 fois contre l'Espagne. À Madrid, la nuit dernière, la rue est une arène et si l'on n'est pas amateur de foot, la rue est un cauchemar. On dirait un jour de départ en vacances, sauf que c'est une nuit de départ en fanfare, au son du klaxon et du bruyant bonheur des supporters. Les voitures font du surplace, au contraire de l'équipe d'Espagne, qui n'a cessé de rouler sans s'arrêter vers la finale. En tennis, Wimbledon n'a pas porté chance à Amélie Mauresmo. Elle a été battue tout à l'heure au 3e tour par Serena Williams. Défaite sévère en 2-7, 7-6, 6-1. Et puis Marion Bartoli, qui avait atteint l'an dernier la finale de ce tournoi, elle aussi a été éliminée en 2-7 à l'occasion de ce 3e tour par l'américaine Matek. C'est l'été, la saison des festivals commence. Nous l'ouvrons ce soir avec celui d'Aix-en-Provence, où sera présenté tout à l'heure un opéra de Mozart, Zaïd. Il est mis en scène par l'américain Peter Sellars. Nos envoyés spéciaux, Christophe Hérault et Vincent Bouffartig, ont assisté à la répétition générale. Quand Peter Sellars monte Zaïd, opéra du XVIIIe de Mozart, les esclaves du sultan deviennent des travailleurs clandestins dans un atelier sordide. Et pour la distribution, il mêle professionnels et amateurs issus des quartiers populaires d'Aix-en-Provence. Une manière de dynamiter l'opéra. L'opéra, pour nous, c'est l'élite. Même le théâtre, c'est l'élite et c'est pas forcément accessible. Et c'est pas forcément une question d'argent, c'est aussi une question de culture qui n'est pas partagée. Depuis 20 ans, Peter Sellars actualise l'œuvre de Mozart. Il y déniche les messages, les visions du monde. Pour lui, Mozart est politique et il affirme que sa musique raconte le siècle des Lumières.
dans cette époque de Mozart, on a eu les trois mots, liberté, fraternité, égalité. Ça se dit quoi? Quoi exactement? C'est pour ça que Mozart a écrit sa musique, pour explorer ces trois mots et disent sont des idées ou bien sont les réalités. Peter Sellars est un visionnaire, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui pense toujours à la force morale d'une œuvre. 23h, fin de la dernière répétition. Le metteur en scène retrouve sa troupe. Le trublion de l'opéra est ravi, son Mozart 2008 est contemporain, révolté et fraternel. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Lilian Thuram ne sait pas ce soir s'il pourra rejouer un jour au football. L'ex-héros de la demi-finale de la Coupe du Monde en 98 a révélé tout à l'heure qu'il souffrait d'une malformation cardiaque. Elle a été détectée lors des tests pratiqués par le PSG. Certains s'étonnent ce soir qu'elle n'ait pas été repérée plus tôt. En tout cas, du coup, le joueur ne signera pas pour l'heure comme c'était prévu avec le club parisien. Il sera fixé sur son avenir sportif dans un mois. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Isabelle Martinet pour la météo, suivi du point route avec Valérie Maurice, Bison Futé, voix orange pour demain. Si vous aimez le suspense, ne manquez pas le film de ce soir avec Marie-France Pizier, l'histoire d'une haine entre une femme et sa belle-fille. Ça devrait parler à beaucoup de monde. Et puis pour ma part, je vous dis à demain, 13h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.